Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre, nous allons nous intéresser finalement à la position des rois en France et en Europe du Xe siècle au XVe siècle. On va voir finalement comment les rois du Xe siècle, qui étaient souvent de simples seigneurs, vont devenir des personnages de plus en plus importants qui vont renforcer leur pouvoir sur les 5 siècles qui vont suivre. Pour ce faire, on va s'intéresser à différents exemples, et puis on va voir petit à petit comment le roi devient un personnage à part au sein des sociétés médiévales. Donc dans un premier temps, on va voir comment on devient roi, qu'est-ce que c'est qu'un roi. Alors initialement, pour devenir roi, il y a différentes méthodes. La plus simple, c'est d'être fils de roi. Par hérédité, vous pouvez devenir roi vous-même. On peut aussi tout simplement se marier et obtenir le titre de roi par la suite par votre épouse dans certains royaumes. C'est par exemple pas valable en France depuis que la loi salique l'interdit. On ne peut pas hériter le trône par une femme. On peut bien entendu conquérir le trône. Simplement, c'est une situation qui peut être un peu compliquée, puisque tout bêtement, si vous faites la conquête d'un trône, on peut très bien vous le prendre aussi. On verra, c'est un exemple qui a pu se mettre en place réellement. Dernière méthode, qui va durer parfois très longtemps dans certaines régions d'Europe, comme la Pologne, on peut être élu roi. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais certains souverains ont été élus au cours, finalement, de l'histoire médiévale. Il faut imaginer que, initialement, beaucoup des rois sont tout simplement des seigneurs qui ont eu plus de chance que les autres, qui ont pu prendre un territoire plus important, qui sont des chefs de guerre qui ont fait des conquêtes, et que rares sont ceux finalement qui sont les héritiers des royaumes de Charlemagne, ou issus finalement de l'éclatement du royaume de Charlemagne, de l'empire de Charlemagne. Pardon. Il faut donc imaginer que ces rois parfois sont très faibles, ont moins de soldats que certains de leurs seigneurs, et que certains seigneurs peuvent parfois faire trembler le roi ou le menacer. Il faut imaginer que certains seigneurs, certains comtes, certains ducs en Europe à cette époque sont extrêmement importants et ont plus de pouvoir que le roi. Peuvent parfois même prétendre remplacer le roi. C'est l'exemple que vous avez sur le document qui est présent tout de suite. Vous avez ici une enluminure, donc tirée d'un livre médiéval, qui vous présente comment, ce qui est écrit en dessous, Guillaume le Bâtard a fait la conquête de l'Angleterre. Alors Guillaume le Bâtard, c'est tout simplement le duc de Normandie. Ces Normands, on en a déjà parlé, ce sont les héritiers des Vikings à qui on a donné la Normandie pour éviter qu'ils attaquent trop souvent et protéger nos littoraux. Les Normands sont engagés à défendre la France contre les autres invasions vikings. Alors Guillaume le Bâtard, ce terme, généralement, quand on vous en parle en classe, ça vous fait un petit peu rigoler, parce que vous, un bâtard, c'est quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de valeur, c'est une insulte, bien souvent pour vous, et c'est aussi le mot qu'on donne à des chiens qui ne sont pas de bonne race. Alors le mot de bâtard, en réalité, étymologiquement, ça signifie que vous n'êtes pas l'enfant de votre père ou de votre mère avec son époux légitime. Vous avez été conçu hors mariage. Au Moyen-Âge, ça a une connotation particulière, surtout au début du Moyen-Âge. Ce n'est pas forcément une insulte, puisque beaucoup de rois, beaucoup de seigneurs ont des bâtards, parce qu'ils ont des maîtresses. Ces bâtards ne sont pas forcément rejetés par la société, ils sont souvent élevés avec les autres enfants, ils peuvent prétendre aussi à une part de l'héritage, bien souvent, où leur père va généralement bien les placer. Un bâtard par une mère, par contre, c'est beaucoup plus compliqué au Moyen-Âge. Ce Guillaume, donc, n'était pas le fils légitime du duc de Normandie, et pourtant, c'est lui qui va hériter de son père. Et il va décider, en 1066, de tenter un grand coup de poker. Il va décider, et c'est ce que vous avez sur votre iconographie, de lancer un assaut contre l'Angleterre, qui avait été réunie petit à petit par certains des chefs de guerre, certains des rois locaux. En 1066, il débarque, et après la bataille de Hastings, il va prendre le contrôle de l'Angleterre et donc être duc de Normandie et roi d'Angleterre. Ce qui nous montre bien qu'un duc peut renverser un roi. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas très surprenant. Sur cette iconographie, vous avez vu les navires avec les chevaliers à bord, et on voit qu'ils veulent attaquer une zone de littoral avec ce grand bâtiment blanc. Alors, ce document est un petit peu anachronique, puisque cette tour blanche, c'est tout simplement un bâtiment qui sera construit par Guillaume
non plus le bâtard, mais Guillaume le Conquérant. Il prend ce nom après la conquête de l'Angleterre, et c'est ce qui deviendra la Tour de Londres, tout simplement. Différents rois vont donc, petit à petit, pouvoir prendre ou perdre leur pouvoir. Et nous, on va s'intéresser maintenant à un quatrième cas, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'élection. En 987, le royaume de France se situe dans une situation relativement périlleuse. Le roi vient de mourir, et il faut trouver une solution. Deux prétendants au trône. Le premier s'appelle Charles de Lorraine. C'est l'un des membres de la famille du roi défunt, donc il appartient à la lignée des Carolingiens, et pourtant ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très populaire à cette époque. L'autre prétendant, c'est l'ancien comte de Paris, devenu duc de Paris, et il s'appelle Hugues Capet. Et on va organiser à Senlis une réunion de différents personnages pour élire le nouveau roi. Pour ce faire, je vais utiliser un texte que normalement vous auriez eu en exercice en classe, un texte qui nous explique finalement comment est-ce qu'on va choisir l'un de ces deux candidats. Ce texte a été écrit par Richer dans son Histoire de son temps, et il nous explique comment, à Senlis, l'archevêque local a poussé à prendre la décision. Alors, on verra après que ce texte est un petit peu biaisé, mais pour l'instant, on s'intéresse au grand passage. Dans un premier temps, on vous signale, au temps fixé, les grands de la Gaule qui avaient prêté serment se réunir à Senlis. Ils siégèrent en cour plénière et avec l'autorisation du duc, l'archevêque parla ainsi. Les grands de Gaule, c'est tout simplement les grands seigneurs. Grands seigneurs temporels et grands seigneurs spirituels. Donc on a des archevêques, on a des évêques, on va avoir aussi tout bêtement des comtes et des ducs qui se présentent. En cour plénière, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions qui auront valeur de loi. L'archevêque de Senlis parle ainsi. Puisque Louis, de divine mémoire, a quitté cette terre sans laisser d'enfant, il a fallu choisir, après mûre délibération, quelqu'un pour le remplacer sur le trône, pour que l'État abandonné sans chef ne vînt pas à sombrer. Donc on donne l'illusion que le roi est très important dans le royaume, que c'est lui qui prend les grandes décisions pour organiser la politique, ce qui à cette époque est totalement faux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit Louis de divine mémoire, c'est-à-dire qu'on commence déjà à insérer un côté divin à l'idée que finalement on est roi parce qu'on a été choisi par Dieu d'une manière ou d'une autre, donc automatiquement ça vous donne des responsabilités, mais ça devrait vous protéger en théorie. Nous voici donc maintenant rassemblés. Évitons, à force de sagesse et de loyauté, que la haine étouffe la raison et que la passion n'affaiblisse la vérité. En gros, on va réfléchir calmement à la meilleure solution possible, sans être influencé par nos liens féodaux, donc le fait qu'on dépende soit de Charles, soit de Hugues. Ce qui est un petit peu surprenant, puisque l'archevêque de Senlis lui-même travaille pour Hugues. Lorsqu'il vous parle de Charles, il explique « Nous n'ignorons pas que Charles a ses partisans qui prétendent que le trône lui revient parce que ses parents le lui ont transmis. Bref, parce qu'il est de la famille carolingienne, il a le droit de devenir roi. Et pourtant, il continue en disant « Mais si on aborde la question, on verra que le trône ne s'acquiert pas par droit héréditaire. » Assez surprenant. Mais par la noblesse du corps, de l'esprit et la sagesse. Ainsi, celui qui a l'honneur pour bouclier et la générosité pour rempart peut prétendre être roi. En gros, on est en train de vous dire que, pour être roi, il faut avoir des valeurs, des qualités. Il faut défendre le royaume et il faut avoir une morale. Bien entendu, une morale chrétienne. Et c'est là que on entre dans l'explication de l'archevêque de Senlis. Lorsqu'il parle de Charles de Lorraine, il dit « L'honneur ne le guide pas. Il est indolent. » Alors indolent, ça veut dire qu'il aime le luxe, mais qu'il est fainéant, qu'il ne fera pas grand-chose. On vous dit en plus qu'il s'est abaissé et dégradé au point de servir sans rougir un prince étranger. Bref, il est prêt à vendre le royaume. Et enfin, il a fait une mésalliance avec une femme appartenant à la classe des vassaux. Ça, c'est quelque chose d'important à cette époque. Un seigneur ne peut pas épouser une femme qui est en dessous de sa position. C'est-à-dire qu'il a choisi une femme qui est en dessous de la position de comtesse. Donc, ça ne s'appelait pas à l'époque. Dans l'autre sens, ça ne pose pas de problème. Un homme peut épouser une femme de condition au-dessus.
C'est ce qu'on appelle un mariage morganatique, et ça permet justement à la noblesse de progresser. On continue. La déchéance de Charles résulte plus de sa faute que de celle des autres. Bref, souhaitez-vous le bonheur ou la ruine de l'État? En gros, tout bêtement, l'archevêque il est en train de dire « Charles, il vaut pas un clou, on ne le prend pas pour roi de France. » Et maintenant, on continue. Il le traite de méchant. Comment ne mépriserez-vous pas le bon si vous approuvez le méchant? Bref, ne le prenez pas. Maintenant, on va encore plus accentuer les choses. Il parle de la divinité qui doit être prise en compte pour choisir le roi. Et que surtout, choisir le roi, c'est la lumière qui doit combattre les ténèbres. On voit que là, il va utiliser un vocabulaire religieux pour marquer les autres seigneurs. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'il présente, de l'autre côté, Hugues? Choisissez donc le duc Hugues, qui se recommande par ses actions, sa noblesse, sa force militaire. Vous trouverez en lui un défenseur non seulement de l'État, mais encore de vos intérêts privés. Grâce à son dévouement, il sera pour vous un père. Qui n'a jamais eu recours à lui sans obtenir son aide? Quel est l'homme qui a privé du secours des siens, n'a pas obtenu une grâce de sa part? En gros, on a le héros chevaleresque par excellence, c'est un bon guerrier, c'est un bon administrateur, il vous protégera, il vous aidera au besoin. En gros, le choix ne se fait pas, ça ne peut être que Hugues. Dernière chose, si je reviens sur la phrase, mais encore de vos intérêts privés. Ça, c'est anecdotique pour vous. Par contre, pour quelqu'un de cette époque, pour un grand seigneur, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'en gros, on est en train de faire comprendre que Hugues, étant lui-même un seigneur, il comprend ce dont ont besoin les autres seigneurs. Et surtout, ça veut dire qu'il ne se mêlera pas des affaires des seigneurs sur leur propre territoire. Contrairement à Charles, qui généralement a eu tendance à se mêler des affaires des autres. Au final, les seigneurs n'ont pas trop le choix, ils vont décider d'élire Hugues. Cet avis fut adopté et unanimement approuvé. Là, on peut peut-être imaginer qu'il y a quand même eu quelques désaccords. Le duc fut élevé sur le trône avec le consentement de tous et couronné à Noyon par l'archevêque et les autres évêques, proclamé roi des Francs, des Bretons, des Normands, des Aquitains, des Goths, des Espagnols et des Gascons. Bref, véritablement l'héritier des Carolingiens, alors qu'il n'a aucun rapport avec cette famille. On veut véritablement montrer finalement que le roi avait toutes les qualités pour prendre le contrôle du territoire, et l'une des premières choses qu'il va mettre en place, c'est reprendre le contrôle de l'archevêché de Reims, là où traditionnellement les rois de France devaient être sacrés. Alors si on sort de ce document, on se rend compte que bien entendu, il est influencé, certes, mais qu'il montre bien qu'une élection du roi est possible, et que les seigneurs ont une mainmise sur le roi. Hugues va donc mettre en place un nouveau royaume, mais pour lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il voudrait pouvoir transmettre petit à petit son héritage à ses fils. Il ne veut pas qu'après lui, il y ait de nouvelles élections et que sa famille perde le pouvoir. Donc, l'une des premières mesures qu'il mettra en place pour légitimer son pouvoir, outre, je vous ai dit, de prendre le contrôle de Reims, tout simplement, il va associer au trône son fils Robert, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il y a 2 rois en France, pour être sûr qu'à sa mort, son fils est déjà roi, et que les grands seigneurs ne pourront pas s'opposer à ce qu'il y ait une hérédité. Ainsi, il va pouvoir créer une dynastie, une famille royale, qui se succède de père en fils, ou au moins avec un membre mâle dans la famille. Son but, c'est renforcer son pouvoir. Au final, il reste un petit seigneur, il ne contrôle pas un territoire très très vaste, Hugues Capet, mais sa famille, les Capétiens, n'aura de cesse petit à petit que de grignoter de nouveaux territoires, de renforcer leur pouvoir et d'essayer de petit à petit museler des seigneurs qui étaient très puissants. C'est pas toujours gagné. En gros, quand le roi est puissant, il arrive à contenir les seigneurs. Mais quand il est un petit peu faible, les seigneurs profitent de la situation pour renforcer leur propre pouvoir. L'exemple typique, autour du début du XIe siècle, vers 1030, on n'a pas la date exacte, la ville de Tours va être attaquée par le comte du Périgord, Aldebert. Et le roi de France, donc Hugues Capet, et son fils Robert tentent de désamorcer la situation et ils font un pari en disant finalement au comte du Périgord, qui t'a fait comte pour faire comprendre, tu dépends du roi, tu es dans la féodalité. Et Aldebert va répondre, qui t'a fait roi
pour ne pas faire oublier que les seigneurs ont contribué à mettre en place le pouvoir royal. Ça va avoir un certain nombre de conséquences. Le roi, il est inscrit dans cette féodalité. On l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, même si les seigneurs sont en théorie ses vassaux, parfois ils sont plus puissants que lui. Et surtout, ça peut poser problème quand certains de ses vassaux ont plusieurs suzerains. Ou quand lui-même va se retrouver dans une situation d'avoir un suzerain qui est un autre roi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Angleterre. Le roi d'Angleterre, ses territoires les plus riches sont en France. Avec le règne de Guillaume le Conquérant, il est duc de Normandie. Mais par la suite, quand les Plantagenets vont prendre le pouvoir en Angleterre, les Plantagenets, ils sont seigneurs d'Anjou. Par le mariage avec Aliénor d'Aquitaine, dont on a déjà parlé, ils sont aussi ducs d'Aquitaine. Ils possèdent la moitié du royaume de France. Et pourtant, comme ils sont vassaux du roi de France, ça veut dire que le roi d'Angleterre, en théorie, doit plier l'échine, donc doit se soumettre au roi de France. Et pourtant, il y a fréquemment des guerres entre les deux. Donc tout ça, ça peut poser des soucis, puisque le roi, mais il devrait être au sommet de la pyramide hiérarchique de la féodalité, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, les seigneurs vont même se révolter contre le roi. L'un des Plantagenets dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'un des fils d'Henri de Plantagenet, un certain Jean Santerre, que vous connaissez par le mythe de Robin des Bois, par le mythe de Richard Cœur de Lion, quand Jean Santerre va devenir roi, en 1215, la noblesse se révolte contre lui et l'oblige à signer la Grande Charte dans laquelle il accepte de perdre une partie de son pouvoir au profit de la noblesse. Et ça va être assez terrible pour lui. Il ne peut pas lever les impôts qu'il veut. Il ne peut lever des impôts exceptionnels que pour faire de son fils un chevalier ou pour marier sa fille aînée. C'est-à-dire qu'on prend petit à petit le pouvoir du roi. Il doit s'imposer de plus en plus. Les rois vont donc grignoter lentement ce pouvoir. Si on se recentre sur la France, les Capétiens vont tenter petit à petit de prendre du pouvoir aux seigneurs. Ça va leur prendre du temps, on l'a vu tout à l'heure, vu les dates que j'ai données. Il faudra 5 siècles pour que le roi s'affirme réellement. Et pour s'affirmer, il faut qu'il impose un certain nombre de choses dans son royaume. Une monnaie qui peut être utilisée dans tout le royaume, même chez les vassaux. Il faudrait qu'il arrive à imposer petit à petit sa justice à tous, et non pas la justice de chaque seigneur. Mais surtout, ce qui est très 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 important pour lui, il faut qu'il arrive à développer son territoire personnel, ce qu'on va appeler le domaine royal, le domaine du roi de France, au même titre que les domaines que possèdent les grands seigneurs. Il va falloir du temps pour agrandir ces différents territoires. Philippe Auguste, on parlera beaucoup de lui, sera un des rois qui va le plus contribuer à gagner des territoires, notamment au détriment finalement des rois d'Angleterre, en récupérant leur territoire français. Mais il faut pouvoir renforcer ces terres. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, on est au Moyen-Âge, l'argent en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait votre richesse, votre fortune, c'est la terre que vous possédez. Pourquoi ? Parce qu'elle va fournir de la nourriture, elle peut fournir des minerais, elle va fournir du bois, de la pierre, bref, tout ce qui pourra être utilisé pendant les impôts. Tout ce qui vous permettra de construire des châteaux, tout ce qui vous permettra d'avoir une armée aussi. Donc, avoir la terre, c'est extrêmement important. Pour obtenir la terre, il y a différentes manières. La plus simple, parce que vous avez hérité la terre des seigneurs précédents. Les rois de France se transmettent le domaine royal de génération en génération. La deuxième méthode pour obtenir de nouveaux territoires, c'est tout simple, c'est faire des guerres. Soit on fait des guerres contre des royaumes voisins, et une partie des territoires pourront être intégrés au domaine royal, voire parfois le roi va attaquer ces seigneurs qu'il considère comme des traîtres, des félons, et récupérer leurs terres. C'est ce qu'ils ont fait face aux Plantagenets. On a récupéré la Normandie, par exemple, comme ça. Le roi de France peut se marier. C'est une obligation, il faut qu'il ait des héritiers, à partir du moment où Louis Capet a remis en place l'hérédité royale en France. Lors de ces mariages, généralement, la princesse épousée va apporter ce qu'on appelle une dot, un cadeau, de l'argent. Et souvent dans ce cadeau, cet argent passe par un territoire qui est donné. Le royaume de France s'est ainsi agrandi par les mariages des rois successifs. C'est lent, mais ça peut être très intéressant. Par exemple, c'est de cette manière-là que la France a pu intégrer la Bretagne. Parce que 2 rois successifs vont épouser
la dernière duchesse de Bretagne, la duchesse Anne. Ça va avoir des incidences fortes. La dernière méthode pour agrandir le domaine royal, c'est une méthode jugée peut-être moins chevaleresque que les autres, c'est tout bêtement on peut acheter des territoires. Ainsi, le roi de France va acheter le Dauphiné. Le Dauphiné, il va l'acheter finalement à un seigneur et le donner en gestion à son fils héritier. En France, le prince héritier, c'est ce qu'on appelle le dauphin, justement parce qu'il possède le Dauphiné. Ça explique pourquoi, dans votre département, le dauphin est généralement présent sur tous les blasons des villes qu'on peut avoir. D'accord ? Donc, différentes méthodes pour accroître le domaine royal. Ça va se faire très progressivement, mais lentement mais sûrement, c'est l'exercice que vous avez à faire. Vous allez voir que le domaine royal va grandir, même si les seigneurs restent très importants sur toute la période. Donc on voit comment se renforce le pouvoir du roi. Mais il faut qu'il se sépare de l'image qu'il est un seigneur comme les autres. Donc nous verrons demain comment on va créer une entité à part, faire du roi un personnage à part au sein du royaume. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.